toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau lundi soir consacré à l'art politique, peut-être le seul qui ait de la valeur pour nous. Et on va retrouver particulièrement l'art à travers le graffiti, notamment ce soir on a Black Lines qui est avec nous, avec Veneno et Idvan, qui vont nous parler un peu de leur création, de leur engagement et de pourquoi c'est important de réintroduire l'esthétique, notamment dans les manifestations. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez un peu présenter qui vous êtes et comment vous êtes formé ? Ouais, vas-y. Alors moi je suis Veneno, donc je suis une artiste graffeuse. Moi j'ai commencé le graffiti en 2006, depuis j'ai jamais arrêté. Et j'ai commencé du coup à rentrer dans le militantisme quand j'ai habité au Mexique, parce que j'y ai vécu 3 ans. Et j'ai été dans un collectif d'artistes qui s'appelait Asaro, un collectif d'artistes révolutionnaires qui a vu le jour en 2006, à la suite des événements qui se sont passés à Oaxaca de Juárez. Et donc voilà, en fait, on faisait beaucoup d'actions, mais en rapport avec tout ce qui était Amérique latine et les États-Unis. Et c'était avec des gravures. En fait, on faisait des gravures sur des thèmes qu'on allait ensuite coller dans la rue la nuit. Et donc voilà, ma première approche dans le militantisme, ça a été avec le Mexique. Et après, quand je suis rentrée en France, donc c'était pendant le Covid. C'était pendant le confinement, en fait. J'ai fait la moitié du confinement au Mexique et l'autre moitié en France. Et après, j'ai rencontré Idvan, du coup, du collectif Black Line, du mouvement Black Line, qui, du coup, m'a proposé de faire une fresque avec eux, à Nantes. La première, c'était. Et donc, en fait, naturellement, moi, j'ai été vers ce mouvement-là, puisque ça répondait vraiment à ce que je faisais déjà au Mexique. Et ça me parlait beaucoup, c'était en noir et blanc aussi. Et voilà, c'était un peu la version française de ce que je venais de vivre là-bas. Donc voilà, j'ai commencé ma première fresque, c'était sur la loi sécurité globale et contre les violences policières. Et toi, Idvan ? Moi, j'ai toujours dessiné, depuis que je suis petit, et j'ai commencé le graffiti quand j'avais 13 ans. Un peu par hasard, avec une bombe de sous-couche pour soldats de plomb dans la cage d'escalier. Et après, j'ai vu que cet outil, il était magique, parce que ça permettait de jamais toucher son support. Et du coup, à partir de là, j'ai écrit mon nom des milliers de fois, jusqu'à ce qu'un jour, je me dise ça sert à rien d'écrire son nom. Et ça, c'était les 15 ans de... Enfin, j'ai fondé un crew, en fait, quand j'avais 13 ans. Et du coup, là, ça arrivait aux 15 ans de mon crew, à peu près. Je me suis dit, ça fait 15 ans que j'écris mon nom partout. Et ça a commencé Nuit debout, tout ça. Et du coup, je suis allé peindre une première peinture en faisant un sujet politique. Et là, j'ai vu que ça touchait complètement d'autres personnes. Des gens qui n'étaient pas du tout sensibles au lettrage, qui d'un coup s'arrêtaient. Et du coup, je me suis dit qu'enfin, ça impactait autrement. C'est-à-dire que ça impactait pas que à l'intérieur du monde des graffeurs, mais que ça sortait à l'extérieur. Et du coup, avec un ami de mon crew qui s'appelle Lask, on a commencé à faire quelques peintures politiques à deux. C'était avant Black Line, donc c'était en 2016, vers l'époque de Nuit debout. Et on en a fait une qui est Valmy, au moment où il y avait la police qui manifestait à cet endroit-là. C'était le premier sitting de la police, et je savais qu'il y aurait un cortège qui allait arriver par le quai Valmy. Je sais plus comment, on me l'avait dit. Et à ce moment-là, sur ce mur, il y avait marqué Fluctuat nec mergitur. Donc c'était un autre groupe de graffeurs qui a fait ça par rapport aux attentats. Et il restait plus que le Fluctuat en haut, le reste était étoilé en bas. Donc je me suis dit, c'est drôle parce qu'il y a quelques temps, cet endroit, la place de la République, c'était l'endroit où tout le monde était d'accord et où tout le monde comme s'il n'y avait plus de conflit en France, disons, enfin l'unité. Et là, il restait plus que Fluctuat battu par les eaux. Mais la fin de l'histoire était plus là. Du coup, ça m'a fait penser à un cadavreski et j'ai proposé à Las qu'on aille peindre en dessous ce Fluctuat parce qu'il était trop haut, nos échelles n'allaient pas jusque-là. Et on a commencé à peindre. Lui, il a fait une Marianne avec un cocktail un peu d'aujourd'hui, quoi, seins nus. Enfin, non, il n'a pas les seins nus. Et moi, j'ai commencé à dessiner une émeute et comme la voiture était en train de se faire brûler dans la rue, du coup, j'ai dessiné quelqu'un qui brûle la voiture. Et du coup, il y a à ce moment-là les médias qui sont arrivés, et dont la télé russe, et j'ai vu que les images partaient à l'étranger avant même d'être gérées en France. Et là, je me suis dit, pour nous, dans le graffiti, on veut toujours faire effraction au réel et impacter. Là, au lieu d'être sur un mur Facebook, on est directement, on tweet la réalité directement dans la réalité. Et
c'était juste une expérience comme ça unique. Et quand je suis revenu, parce qu'après il pleuvait, je suis revenu pour prendre des bonnes photos, le mur était censuré. Et c'était un mur autorisé. Par censuré, tu veux dire? Censuré, repeint par la mairie de Paris, alors qu'il était immense. Hein. Donc quelques heures après, donc déjà j'ai été sidéré par le fait de comprendre qu'on peut aller aussi vite pour déployer la mairie de Paris. Donc moi je connaissais rien au militantisme, donc je sais, d'habitude pour des choses comme ça prend des mois. Et surtout juste après, où est Charlie? Non, Charlie est... C'est Charlie. Après Charlie Hebdo, je me demandais où était Charlie. Bah, on disait la liberté d'expression, bref, tout ça. Non, là, c'était un mur d'expression libre et on nous avait censuré. Donc voilà, le micro. Et du coup on a continué dans notre coin à en faire un ou deux. C'était au moment de l'affaire de Théo, donc on a fait un truc sur les violences policières et un autre sur la Syrie. Et les deux murs ont été censurés, alors tous nos potes graffeurs à côté n'étaient pas censurés. Et vos potes graffeurs à côté, ils faisaient quoi? Bah, des mecs avec des flingues, tu vois, des images aussi violentes finalement. Et en plus, celui sur la Syrie, c'était juste des tanks français, enfin, il y avait quelques trucs militaires français dans un pays. Et il y avait la une des journaux, je crois que c'était Libération, qui avait montré tous les enfants macabées au chlore. Ça, c'était placardé dans la rue et pas notre image. Et comme on venait pas du tout d'un parcours militant, on comprenait pas pourquoi la nôtre avait été censurée, et pourquoi les journaux, eux, avaient le droit de montrer la violence et pas les murs. Donc on était un peu dépités de découvrir ces barrières invisibles. Bon, on savait que la démocratie n'existait pas, mais... Et du coup, on a arrêté. D'accord. Et on a repris en 2018. Voilà, on s'en racontera après comment, mais du coup, ça s'est refait en 2018. Mais voilà, pour le parcours. Et en parallèle, j'ai fait les Beaux-Arts. Ok. Voilà, donc ça a fait une combinaison du graffiti et des Beaux-Arts. Mais donc Blackline, c'est vraiment né pendant les Gilets jaunes, c'est ça? Oui, alors l'origine de Blackline, c'est né en 2018, juste avant les Gilets jaunes. Ok. C'était en fait juste au mois de mai. En fait, j'avais assisté au 1er mai 2018, comme ça, un peu, pas en touriste, mais pas en militant en tout cas. Et j'avais halluciné sur toutes les banderoles qui s'étaient mis côte à côte, de styles très très différentes, devant l'hôpital Necker. Enfin, ça avait duré assez longtemps. Je trouvais ça hyper théâtral, hyper puissant visuellement. Et je trouvais que ça ressemblait à une fresque de graffeur, comme une frise, lettrage b-boy, lettrage b-boy. Et le fait d'entendre que les gens à l'intérieur parlaient des langues différentes, et juste parce qu'ils avaient la même tenue, se mettaient naturellement ensemble, je me suis dit en fait, faudrait faire la même chose, mais pour les graffeurs. Donc comme ça combinait aussi avec les 50 ans de mai 68, je me souvenais qu'à l'époque de mai 68, il y avait les affichistes qui s'étaient retrouvés aux Beaux-Arts pour utiliser comme ça leur art ensemble. Donc je me suis dit, on va faire un appel. Au début, ça devait être ça. Un appel, un mur où on demande aux graffeurs qui ont envie de parler de militantisme de venir une journée. Et en noir et blanc, bon, déjà, ça coûte rien aussi parce que ça permet d'assembler des styles. Parce que quand tu te connais pas et que tu arrives sur un mur, même si on peut être bon en impro, ça peut vite faire une cacophonie. Donc là, il y avait au moins l'homogénéité de la couleur, comme le bloc. Et au moins, ça pallie à toutes les concurrences de crew et tout ça. Parce que tout le monde veut avoir les couleurs les plus vives pour se démarquer des autres dans les jams ou les festivals. Et du coup, on a pris un gros mur sur Paris, le mur ordinaire. C'était au moment des fake news. Donc on avait fait un appel en disant le thème sera fake démocratie. Et on a roulé le mur en blanc, on ne savait pas si on serait 4 ou 14. Il se trouve qu'on a rempli tout le mur. Et qu'après, on nous a fait des demandes quand ce sera le prochain. Donc à partir de là, on en a fait un la semaine d'après. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait une autoroute devant nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de graffeurs qui avaient envie de s'exprimer sur l'actualité, qui ne savaient pas comment. Parce que souvent, ils étaient dans un crew, un seul, à être politisé. Ou des fois, tu peux avoir une affinité de crew, mais c'est pas forcément une affinité politique. Et donc, souvent, les gens qui voulaient s'exprimer en politique étaient isolés même dans leur propre crew de graphes. Voilà, donc ça a démarré en 2018. Et 2018, c'est aussi l'année où vous avez choisi la banderole comme support d'expression. Non, c'est venu plus tard. Ça c'est... Ouais, c'est venu en 2020. Ouais, au début, on en a fait sporadiquement une ou deux parce qu'on nous a demandé, mais on s'était consacré exclusivement au mur. Et à force de censure et à force de démédiatisation du mur, bah ça c'est raconte-toi, parce que c'est Veneno qui a initié ce projet. En 2020, du coup, on s'est dit pourquoi se cantonner au mur, alors que justement, il y a tout ce mouvement qui est en train de... Enfin, il y avait les Gilets jaunes qui continuaient, justement,
Et c'était tous les samedis qu'ils faisaient des manifestations. Et c'est vrai qu'on s'est dit, nous, comment on peut apporter justement notre pierre à l'édifice, plutôt que de juste manifester de manière comme ça en marchant. En fait, on s'est dit que notre force, nous, c'est l'image et c'est l'art. Donc en fait, on a fait notre première banderole sur un rideau. Un bout de rideau qu'on a trouvé. Et voilà, on l'a ramené. Je crois qu'il y avait marqué Liberté sur la première. Ou voilà. Résiste, un truc Ou comme Résiste, ouais. Et en fait, on a vu à quel point ça a impacté, à quel point ça a fédéré aussi. Et du coup, on a continué à en faire, avec des messages qu'on essaye à chaque fois d'être pertinents ou poétiques aussi. On voulait que ça change aussi des banderoles qu'on voit tout le temps. Pas une culture du mot d'ordre. Enfin, du coup, on venait les premières, c'était que du dessin et un tout petit mot. Et après, à force, les gens nous ont dit, vous voulez pas quand même mettre nos revendications parce que on veut bien porter vos dessins. Mais... Au début, c'était juste déter, résiste, liberté. Voilà, on avait dit, on se disait, voilà, c'était très concis, et un perso et un lettrage. Et aussi l'idée, c'est comme à ce moment-là, il se passait plus rien en manifestation, parce que c'était vraiment, il restait plus que les samedis des Gilets jaunes assez répétitifs, calmes et avec très très peu de monde. Du coup, ça a été aussi un bon rodage, c'est-à-dire que on voyait à chaque fois ces images après coup, et le fait que ça se ressemblait, on s'est dit, il y avait quand même du monde, mais on s'est dit que si au moins il y a un dessin différent, on peut pas croire que c'est la même journée, parce qu'il y a même des gens qui disaient, ah bon, je savais pas qu'ils continuaient le samedi. Parce que même s'ils voyaient les images, ils avaient l'impression que c'était une répétition de la même journée. Et là, ça faisait comme des épisodes à travers ce qui est écrit. Et voilà. Mais c'est un support assez particulier comme la banderole, parce que c'est quelque chose qui est mobile. Vous êtes habitué plutôt à des choses statiques sur des murs. Les trains, après, moi, quand on taguait des trains, le plaisir, c'était de voir rentrer le train en gare. Et les gens qui sortent de la porte de ton dessin. Enfin, le dessin qui s'ouvre et les gens qui sortent. Donc là, ça a ramené un peu vers ça, sauf que le fait que ce soit avec des humains plutôt qu'avec de l'architecture, on s'est rendu compte que c'était passionnant. Parce qu'en raison, l'idée c'était d'avoir des fresques mobiles. Et en fait, à ce moment-là, tu utilises des relations quand même qui sont extraordinaires, que t'as pas avec un mur, tu utilises rien. Et ce qu'on disait avant, c'est que souvent quand même vos créations artistiques, elles sont devenues éphémères factuellement, pas forcément de votre choix, mais du fait que pour une raison qu'on pourra éventuellement élaborer ou tenter d'élaborer, mais la police s'est pris d'affection pour le Black Lines et en fait une collection aussi bien à Nantes qu'à Paris. En fait, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est que nous, on a déjà l'habitude du côté éphémère par le biais du graffiti. Parce que nos fresques, elles sont ou repassées par d'autres graffeurs ou censurées, du coup, de temps en temps. Mais repassées par d'autres graffeurs, pas par toy, mais juste parce que c'est un mur et que ça tourne. Et du coup, ce côté éphémère, on le connaît déjà. Donc, ça nous faisait moins peur déjà en tant qu'artiste de se dire on va peut-être la perdre. Et après, on s'est vraiment rendu compte qu'effectivement, la police les collectionnait et qu'ils faisaient preuve d'une extrême violence à chaque fois pour arracher les banderoles qui défilaient. Et il n'y a pas que les nôtres. Mais c'est vrai qu'ils font un focus. Et dès le début de la manifestation, en général, ils repèrent la banderole. Et c'est des charges ultra violentes où ils matraquent tout le monde et ils arrachent les banderoles. Et ça a commencé vraiment après les 3 ans des Gilets jaunes. Au début, ils les toléraient un peu aussi parce que nos messages au début étaient plus soft. Donc ils se disaient ça n'a pas vraiment d'incidence. Et aux 3 ans des Gilets jaunes, c'était une manifestation qui était de plus grosse ampleur. On en avait sorti 8. On avait fait une espèce de... L'idée, c'était de faire une fresque géante mobile. Et en fait, ça a fait une espèce de peur de la part des CRS parce qu'ils ne savaient pas du tout derrière quelle banderole il y avait qui ou il y avait quoi. Donc il y avait des banderoles où ils chargeaient de façon hyper violente, il y avait 3 mamies. Et une autre banderole où ils pensaient qu'il n'y avait rien, où d'un coup, ils se faisaient mordre la main, quoi. Enfin, et du coup, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait cette force-là dans la banderole. Des fois, c'est un épouvantail. Et des fois, il y a vraiment quelque chose derrière et il faut payer pour voir, quoi. Enfin, on peut pas savoir sans faire la charge. Après, ce qui est terrible, c'est que les gens qui la portent en font les frais aussi de façon assez violente. Aux 3 ans des Gilets jaunes, donc il y en a un qui avait perdu des dents.
parce qu'il était derrière la banderole. Et des fois, il y a aussi des gens qui se rendent pas compte qu'en étant juste derrière la banderole, ils vont recevoir cette violence. Voilà. Donc des fois, on a des gens aussi qui viennent nous dire la manifestation d'après, comme dans la guerre des boutons, si j'avais su, je serais pas venu. Voilà. Donc c'est à double tranchant, voilà, cette idée de banderole. Vous parlez du lettrage tout à l'heure, et au fur et à mesure, comme vous avez un peu choisi d'étoffer vos messages, ça reste concis, ça reste percutant, mais vous les étoffez un peu, mais ça reste quand même souvent offensif. Ça, c'est un choix commun que vous avez fait. Alors, ouais. On a alterné sur 3 styles au départ. Donc il y avait des banderoles vraiment avec les messages des gilets jaunes, notre combat est long, notre combat est juste, ou justice sociale, tout ça. Après, 1 sur 3, on se disait, on se fait plaisir, on va faire un étendard, parce que nous, ce qu'on aimait, c'était faire des étendards, c'est-à-dire trouver une image qui a une charge. Et en fait, que ça s'inscrit dans la culture du graffiti. Dans le graffiti, tu essayes d'écrire ton nom d'une façon où ça va faire suffisamment d'aura pour que quelqu'un qui ne te connaisse pas se dise, lui, je vais pas le repasser. Donc c'est la tradition des gargouilles sur les églises pour faire peur aux pêcheurs, c'est des sphinx pour protéger les pyramides, ou des étendards qu'il y a toujours eu dans les tribus. Il y a toujours eu une esthétique, même dans les tribus en Amazonie, ils font des espèces de totems pour que quand tu rentres dans le territoire, t'aies peur qu'il y ait de la magie ou qu'il y ait quelque chose. Donc nous deux, naturellement, là, on s'est retrouvés sur le style, c'est sur celui-là. Donc on avait envie de les faire, mais on savait que pour aussi faire plaisir à ceux qui manifestent, il faut de temps en temps alterner avec un message politique. Et de temps en temps, on a essayé l'humour aussi, parce qu'on nous demandait, et parce que vous voulez essayer un autre style. Mais on s'est rendu compte, par exemple, que Nantes Révolté est beaucoup plus fort pour ça. Enfin, il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus forts pour... Il y en a d'autres qui savent très très bien le faire, et c'est vrai l'humour. Et nous, c'est plus dark. On a un style plus... Bon, déjà, le noir et blanc, ça donne un ton. Ouais. Ça donne un ton, c'est un peu l'époque métal hurlant, enfin tous ces trucs-là. Donc t'es obligé de faire des choix de lumière plus radicaux, donc l'image a l'air plus radicale. Mais aussi parce que, par exemple, personnellement, dans les luttes afro-américaines, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on essayait donc d'enlever la dignité aux Noirs, et eux, ils revenaient toujours avec des chemises très propres, des coupes très travaillées, et ils se tenaient droit. Donc c'était de dire, peu importe à quel point vous allez nous mettre plus bas que terre, on va revenir de façon digne. Donc nous, on s'est dit, peu importe la charge, les banderoles qu'on perd, on va toujours mettre le même nombre de temps dessus, et on va essayer quand même de faire une banderole, on aurait pu les bâcler, ou faire un style même, genre on est là, comme il y avait en 2016. Il y avait beaucoup de banderoles très rapides, un peu ignorant style, et ça faisait un humour aussi de dire, fous ta cagoule, et du coup c'est marrant de se dire que le message est fait vite fait. Voilà, mais là, nous, on a pris l'autre partie, d'essayer d'avoir un truc un peu plus classe et plus vénère. Voilà. Et après, juste si on peut dire un petit peu les personnages, au tout début, moi, j'ai commencé du coup à faire en fait, tout mon travail, il est sur les dualités, beaucoup. Donc c'est toujours un rapport entre violence et douceur, entre amour et haine, voilà. Et donc au début, je viens de la gravure aussi. Donc j'avais fait toute une série de gravures sur des amoureux cagoulés. Et donc voilà, je les ai retranscrits sur pas mal de banderoles, et sur mur et sur banderoles d'ailleurs. Et là, plus ça va, plus ça avance, plus c'est violent, moins j'ai envie aussi de mettre justement de l'amour. Et voilà, c'est plutôt... là, je vais vers quelque chose d'un peu plus offensif, justement, parce qu'en ce moment, on est là-dedans. Et que, on essaye aussi de reprendre le ton. Par exemple, il y avait une manifestation, c'était l'avenir nous appartient, quelque chose comme ça, et ils avaient chargé notre ami Moon avec le parapluie, il avait cassé le bras, enfin voilà, il y avait tout un truc vraiment de violence, et du coup celle d'après on a mis la répression n'arrêtera pas notre violence. Enfin voilà, donc il y a on répond aussi à ce qui se passe, certaines banderoles qui sont vraiment dans le contexte par rapport à la dernière manifestation, donc qui parlent pas des private jokes, mais qui racontent aussi là c'était cette manifestation à ce moment-là, où je sais pas, au moment où Macron avait fait sa déclaration, je sais pas, rien à perdre, enfin, il fait qu'il a rien à gagner à emmerder ceux qui ont rien à perdre, ou des choses comme ça. Il y avait des fois des choses contextuelles. Là on en a fait une sur la violence c'est vous pour la prochaine manif, où derrière il y a le Conseil constitutionnel avec tout un tas de CRS en squelette avec des LBD qui avancent, et le Conseil constitutionnel derrière.
Donc là, c'est Même celle-ci. c'est En fait, contextuel. celle-ci, Retour Voilà. de Et le flamme, retour on de l'a- flamme, c'est parce que là, on On pense. l'a conçu de cette manière-là aussi, parce qu'il venait d'y avoir l'annonce, du coup, hier soir. Que les Donc, on 64 présage. ans passaient, et donc nous, on l'a fait, on l'a terminé ce matin, celle-ci, en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Donc Retour de flamme, c'est assez parlant, je pense. Et c'est des compositions collectives quand vous travaillez sur une banderole ou sur une... J'ai pas entendu. Alors, si J'ai c'est pas entendu collectif, le début. Si c'est une composition collective, est-ce que vous... Ah oui, on est souvent deux Ouais. dessus. Et après, en fait, au début, on les faisait à deux. Ensuite, on a fait participer d'autres artistes, parce qu'en fait, Ouais. Blackline, à la base, c'est sur mur. Et c'est des murs ouverts à tous les artistes qui veulent y participer. Donc il y a plus de 300 artistes qui ont participé à nos fresques. et il faut savoir aussi que c'est pas que des artistes graffeurs, parce qu'on n'en a pas parlé, Ouais, mais c'est ouvert vraiment à tous les artistes. Donc Mm. il va y avoir des peintres, il va y avoir des pochoiristes, il y avait des colleurs. Voilà, c'est toute technique confondue, tout âge confondu, et c'est aussi qu'on soit débutant ou confirmé, en fait. Et c'est ça qui est différent du graffiti, c'est que dans le graffiti, en fait, un graffeur va pas aimer peindre à côté d'un débutant. Il va plutôt préférer quelqu'un de très... de la fame un peu. Et là, en fait, c'est tout confondu. Donc un graffeur très confirmé peut se retrouver avec un débutant qui va pour la première fois faire une fresque. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, sur banderole, en fait, on a proposé à tous les artistes qui ont participé sur mur s'ils voulaient faire des banderoles avec nous. Il y en a plein qui n'ont pas passé le cap parce qu'ils ont accepté de s'engager sur un mur. Mais de là à s'engager sur une banderole, c'est un autre engagement. En fait, on sait que c'est la frontière plus du militantisme. Mais il y en a certains qui nous ont suivis et qu'on en fait ponctuellement. Voilà, donc on va dire les trois quarts, on est tous les deux à les faire. Et après, il y a un autre quart où c'est à chaque fois des artistes différents qui viennent les faire. Ouais. Bon, Du coup, ça permet l'idéal aussi... serait à la fin que ce soit tout le temps tout le monde. Ça permet aussi aux gens qui manifestent de découvrir d'autres artistes. Et du coup, ça fait comme une exposition, en fait, à chaque fois, puisqu'ils découvrent des nouveaux artistes, des nouveaux styles, des nouveaux visuels. Et voilà, et c'est ça qu'en fait, je crois qu'ils aiment, et ce qu'on a réussi à faire avec Blackline sur les banderoles, en tout cas, c'est une exposition Nous, mobile. ce qu'on voudrait, mais pour ça, il faut d'abord le faire pour qu'après d'autres aient envie de nous rejoindre, c'est que à la fin, on fait des ateliers comme pour nos murs, ateliers banderoles. Il y a plein d'artistes qui viennent, comme quand on est sur mur, il y a une quinzaine d'artistes, même si on ne se connaît pas forcément. Et tout le monde fait ses banderoles. Ensuite, c'est comme ça aussi qu'on procède, on les met sous paquet cadeau. Donc chaque artiste a sa banderole qui est pliée sous paquet cadeau. Et quand on fait une porte ouverte où on présente nos lieux, il y a des groupes militants avec qui on a des affinités ou d'autres qu'on ne connaît pas trop ou qu'on connaît juste de nom, qui viennent récupérer une banderole. Donc nous, on ne sait pas quel groupe a pris quelle banderole. L'artiste ne sait pas quel groupe a pris quelle banderole, parce que ça passe par ce moment-là. Donc ça fait un flou juridique et sympathique. Et artistique. Et artistique, c'est le fameux flou artistique. Et du coup, ça fait qu'après, ça circule. Quoi, voilà. Donc là, par exemple, c'est lui qui a fait la banderole pour les lycéens de la dernière manif. Et il est venu à un local qu'on avait à Aubervilliers. Non. Ouais. Pour un local que vous avez, quoi. Ouais, Bagnolet, bon, peu importe, où on était en train de repeindre tout l'intérieur et on a proposé à d'autres artistes de Blackline de peindre avec nous et on lui a donné une bâche, il a fait une banderole, elle est restée là, quelqu'un l'a prise et lui-même il l'a découvert en manif. Mais il savait pas quand Et elle allait du coup, sortir. on a des lycéens qui nous ont contactés, qui nous ont dit on sait pas trop si ça se fait, mais en tout cas, on kiffe votre travail et on a très envie du coup que vous nous montriez comment faire une banderole. Et en fait, c'était du jour pour le lendemain, donc on s'est dit on va leur en filer une plutôt. On en a aussi envoyé par la poste. Ouais. En fait, c'est comme pendant. Là c'est des dos de publicité, donc ça pèse assez lourd, parce que c'est du PVC épais. Mais à un moment donné, grâce à un gilet jaune qui travaillait dans une découpe de PVC, il avait des chutes de PVC de hyper bonne qualité, très très solides, et qui pesaient presque rien. Qui pesaient très très peu. Donc à ce moment-là, on en a fait beaucoup, et il y a des gens de Châteauroux qu'on voyait souvent dans les manifs à Paris, qui nous ont demandé s'ils pouvaient avoir une banderole Blackline. Donc on a envoyé une première, et après ils ont dit est-ce que vous pouvez nous faire un bloc du Berry. Du coup on a envoyé une deuxième, en mettant nos régions du talent, enfin avec les logos qu'ils voulaient. Et après on s'est dit c'est drôle parce que ça part dans des villes comme ça, et un jour on reçoit quelqu'un de je sais plus quelle ville qui avait lui-même fait sa banderole, parce que comme il voyait qu'il y a des banderoles partout,
Il avait fait sa banderole Blackline, tout seul. Donc c'était une ville On se qu'on connaît ne savait pas. même pas placer Avec sur le la même carte, code en fait. esthétique. Ouais, voilà. Mais du coup, qui était professeur et qui Ouais. a fait tout un travail de médiation avec Avec ses ses élèves élèves, et sur du coup- Blackline. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Voilà. C'est Et donc, intéressant parce que il y a une double transmission, j'ai l'impression, dans votre travail. C'est à la fois l'objet totémique dont tu parlais, qui est transmis, que vous donnez, Oui. mais c'est aussi vous former, en fait, vous inspirez des gens à en faire. alors, et- moi Ouais. je pense dans que des les ateliers. fraises Blackline, c'est un centre de recrutement. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont envie de s'engager, qui savent pas comment, ils viennent d'abord sur une fresque. Ensuite, ils se disent, au tout début de Blackline, il y avait des artistes qui disaient, si je fais un cocktail Molotov, je vais aller en prison. Il y en avait vraiment qui avaient... Après le deuxième, il se dit, je peux pas dessiner les flics, parce que comme les flics passaient pendant la fresque, et au bout d'un moment, de voir que chacun passe des paliers, bah, c'est comme en C'est manif, mais- libérateur, en fait. Du coup, tout le monde commence à se former, à s'aiguiser avec ceux qui sont à côté, et ça, les paliers sont passés beaucoup plus vite sur l'autocensure, en fait. Ce qui est encore plus dangereux que la vraie censure, c'est qu'en fait, tout le monde, on s'est rendu compte que beaucoup d'artistes s'autocensurent. Après, il y en a une partie qui, comme dans les fresques, il y a des militants qui viennent nous voir, en public. Du coup, ils parlent, et tout ça. Après, ils se disent, ah bah, je vais quand même venir à la prochaine manif. Et ça fait un espèce de... Sur 30 nouveaux artistes, il y en a 3 qui décident de faire des banderoles, après 12 qui décident d'aller dans les manifs, et ça fait un effet comme ça. Mais alors, il y a un autre effet, à mon avis, qui est lié beaucoup aux banderoles que Black Lines fait, c'est que c'est pas, votre travail, c'est pas juste exprimer ce que les manifestants ou je sais pas quoi penseraient avec une belle peinture et des mots bien trouvés. C'est qu'il y a aussi un aspect très pratique aujourd'hui dans les manifestations qui est lié probablement à la reconfiguration depuis 2016 des manifestations. Donc, avant, il y avait les syndicats, les machins, tout était très ordonné. Depuis 2016, le cortège de tête, etc., on va dire, les choses sont un peu moins ordonnées, en tout cas dans une grosse partie de la manifestation. Et ce qu'on a pu voir, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles on vous invitez vous et pas d'autres artistes qui soutiennent les luttes, c'est que vos banderoles, elles se retrouvent parfois à avoir un rôle vraiment clé comme espèce de point de ralliement en fait. Quand il y a 5000 ou 10 000 personnes devant le cortège syndical, et ben en fait une banderole c'est aussi poser un endroit de rassemblement, etc. Et par exemple, moi je pense, c'est un avis comme ça, mais je pense que si la police veut absolument vous prendre vos banderoles avec autant de violence, c'est moins pour ce qui est inscrit dessus que pour ce qu'elle porte de possibilités politiques en fait. Ouais, sauf que l'aura au début était plus petit. C'est-à-dire c'est à force d'en avoir fait, aussi grâce aux équipes qui les ont portées, parce qu'on doit énormément aux frontliners et à d'autres équipes, surtout depuis aux Gilets jaunes déjà. Ouais, aux Gilets jaunes beaucoup. Et depuis le début là, de ce mouvement des retraites, il y a vraiment une équipe là qu'on remercie qui a mis en avant les banderoles en cortège. C'est-à-dire si on était deux, les banderoles elles seraient derrière. Non, je sais pas, mais en tout cas elles feraient pas long feu. Et donc en fait, les équipes qui ont... c'est complémentaire. Ouais. Voilà, on fait en sorte qu'on se retrouve en cortège de tête, ce qui est important à dire quand même. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, ça fédère énormément. Donc ça fait que dès que les gens voient la banderole Blackline, en fait, ils se rassemblent derrière. Voilà, ça fait aussi une barrière entre la police et les manifestants. Ça fait bouclier, c'est énormément de symboles en fait. Ouais, et aussi, on voit, ce qui est dur toujours dans les manifestations ou les contestations, c'est de se synchroniser naturellement sans se connaître. Donc l'habit noir, il permet ça. Et là, on s'est rendu compte que le fait d'avoir des longues banderoles, parce que du coup, pour les dernières manifestations, on en a fait de 10 mètres des fois, alors qu'avant, c'était plutôt ce format-là. C'est parce qu'en fait, ce format-là, dans les grandes avenues, on dirait une pancarte. Donc il fallait en faire des vraiment beaucoup plus larges. Et du coup, ça ralentit aussi. Les démarrages, souvent, tout le monde part vite. Un peu par timidité, je sais pas pourquoi, mais on a l'impression qu'il faut aller vite comme les enfants qui récitent les poésies. Au départ, ça s'accélère. Ou comme nous, là, quand on est timide pour parler. Et en fait, la banderole, ça ralentit. Ça fait un espèce de barrage qui ralentit, qui permet de se poser, de se calmer, de se changer, tout un tas de choses. Mais du coup, c'est ça qui est fédérateur. Voilà. Et aussi, peut-être dans l'esthétique qu'on a choisi, le fait que ce soit graffiti, j'ai l'impression que ça a attiré d'autres gens. Voilà, parce qu'on voit bien que derrière... Non, quoi qu'il y a tous les âges. En fait, non, parce que ça dépend vraiment des manifestations. Ouais. Et il y a vraiment de tout, comme aux fresques, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a de tous les âges et de tous les...
Et c'est vrai que là, dans les dernières manifestations, tous ceux qui sont pas dans les syndicats, ils savent plus où se mettre. Parce que les syndicats, ils sont très serrés entre eux pour montrer qu'il n'y a vraiment pas de place entre nous. Et donc, ça oblige tout le monde à aller devant. Et devant, bah, on a besoin de savoir où ça commence, où ça finit. Et ça permet aussi là de se compacter. Parce que sinon, le devant, il s'étale. Parce que tout le monde se dit, je me mets du devant. Et des fois, ça va jusqu'au 1er mai, je crois que ça allait jusqu'à Bastille, le devant, avant que ça démarre. Ouais, il y avait des gens qui partaient. Tout le monde allait un peu quand devant on pour arrivait. dire, je me mets devant. Ouais. Mais du point de vue de la question un peu très générale et infinie de l'art, moi ce que je trouve vraiment assez chouette, c'est que en général, le rapport des artistes au mouvement subversif, révolutionnaire, ouvrier, tout ce qu'on veut, c'est qu'il se passe quelque chose. Et dans un second temps, des artistes vont venir faire une chanson à propos de ce qui s'est passé, faire une peinture à propos de ce qui s'est passé, écrire un livre à propos vous voyez l'idée. Et là, ce qui est marrant, c'est que vous, votre pratique de l'art, elle vient participer de l'événement politique lui-même, quoi. Donc c'est un vrai décalage avec nous très souvent. Comme beaucoup de gens, on connaît beaucoup d'artistes, etc. Et j'ai l'impression que souvent les artistes, ils savent pas comment se rapporter à des moments politiques un peu denses. Alors en France, ce qui est très à la mode, c'est de signer des tribunes. Alors tu me dis, ah bah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est d'accord avec ça. Mais la plupart du temps, les gens se sentent un petit peu les artistes émergents, ils sont un petit peu extérieurs à ce qui se passe, on va dire plus pratiquement dans la rue. Ou des fois juste impuissants, parce que... Oui, ou impuissants, oui. Moi, par exemple, je suis arménien et il y a eu la guerre en Arménie. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit, fais des dessins pour l'Arménie. Et je voyais bien que même si je faisais un mur en France pour l'Arménie, ça servait à rien. Donc, tandis que là, au moins, on peut agir directement là où ça se passe. Mais je crois que souvent, c'est parce que les artistes, dans ces moments-là, se sentent un peu impuissants. Et on le voit bien, même dans le moment de la manifestation, c'est lui qui est dans l'action, qui est félicité le plus, enfin, ou qui agit le plus. Et plus t'es derrière, même si t'es le musicien qui a fait le tambour, ou c'est lui qui a tu sens bien que tu es plus impuissant. Donc nous, c'était aussi pour voir est-ce que l'art a une puissance. Donc c'est un peu la suite du questionnement du graffiti. Est-ce qu'on peut impacter? Est-ce qu'on peut... Et après, il y a toujours eu des étendards. Et les étendards, par exemple, médiévaux, souvent c'est un moment clé de la bataille qu'ils étaient sortis. Donc c'est par exemple un moment où l'adversaire commence à arriver sur les remparts et qu'il y a un essoufflement psychologique, où on se dit on va perdre. Que là, ils sortaient la bannière de Saint-Just, et d'un coup, les soldats se disaient, ah, il y a la bannière de Saint-Just, ça veut dire qu'il y a un signe, ou je sais pas quoi, et ça permettait ça. De redonner de la force, ouais, en fait. Voilà. Donc on s'est dit, il y a toute une tradition artistique qui est là. Enfin, il y a le côté chamanique des premiers arts, il y a le côté qui a été repris par la religion, de faire du sacré. Donc on s'est dit, on va être entre le militaire, le sacré et le profane. Voilà. C'est-à-dire, pour des militants, on est souvent profane parce que on ne fait pas d'écriture inclusive, enfin, il y a tout un tas de codes qu'on ne maîtrise pas, donc des fois on fait dans les mots on fait des erreurs pour le langage militant, mais en même temps on s'est dit qu'on va rester outsider et pourquoi pas même des fois être un peu profane. Voilà, ça. Là, l'artiste il doit rester un peu profane, ça fait du bien de temps ça. Et vous avez quand même cette particularité d'assumer totalement le côté pratique et tactique, notamment de votre art à travers les banderoles. Ouais. Et on disait les artistes peuvent être impuissants éventuellement ou perdus, mais souvent les artistes sont un peu lâches aussi. Et vous rejetez la lâcheté des artistes. Alors moi je respecte je sais pas de quel artiste tu parles. Moi j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Cela dit, il y a toujours eu les artistes du pouvoir et les artistes du contre-pouvoir. Donc avant il y avait les artistes qui peignaient le roi Louis, les artistes de la cour. C'est peut-être ceux-là qui aujourd'hui seraient les artistes lâches qui peut-être maintenant se retrouvent dans la com. Voilà, ils ont pris un autre chemin. Et après, il y a les autres artistes comme Goya, ou ça, qui ont toujours peint les gravures de guerre de Goya, etc., qui se sont mis dans une position plus dangereuse, comme les écrivains, Rabelais, tout ça, qui avaient un vrai risque. Ils se faisaient chasser, ils devaient se faire taper aussi. Enfin, donc c'est pas lâche, mais c'est juste de quel côté du pouvoir tu te situes. Donc si tu te situes du côté de la cour, tu seras mieux rémunéré, mais tu feras la gloire des batailles. Et si tu te situes de l'autre côté, t'es derrière la banderole. Un peu. Et tu fais les batailles. Voilà, plus ou moins.
Et par rapport Ouais, mais... par rapport au milieu de l'art, je sais pas que ça veut tout et rien dire, le milieu de l'art, mais pour vous, le fait de participer à Black Lines, est-ce que ça vous rend super cool dans le milieu de l'art parce que vous êtes dans les choses qui se passent, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes super militant, pas cool, parce qu'en fait, vous n'êtes pas le petit doigt en l'air. Tout dépend. Nous, on a choisi d'être désalignés. Donc, dès le moment où on est désaligné, ça veut dire on va faire pour Adama. Voilà. Dès le moment où tu fais pour Adama, t'es pas cool même dans le milieu de l'art. Par contre, si tu fais pour George Floyd, comme c'est un peu plus loin, et que ça engage pas, là tu peux être cool. Si tu fais pour l'Ukraine, etc. Donc en fait... Si tu peins pour la Palestine aussi, en soutien au peuple palestinien, tu te fais embarquer par la police. Voilà, donc ça dépend... les frais d'ailleurs. Voilà, ça dépend. Nous, on a choisi d'être comme un média sauvage, enfin en tout cas sur les murs, et désaligné. Voilà, s'il y a un thème que tous les artistes reprennent déjà, ou que... Ça nous intéresse. Voilà, on va pas être une voix de plus pour le dire. Donc, en fait, c'est vrai qu'on choisit vraiment ce qu'on représente. Puisque, comme tu dis, il y a beaucoup de thèmes qui sont déjà abordés, on n'a pas besoin de les aborder, nous. Et dans le milieu de l'art, moi j'étais dans une bonne galerie, ça coupe. Moi, depuis les Gilets jaunes, je ne vois plus qu'à des militants, des dessins pour des pochettes de CD. Hein. C'est vraiment ça. C'est l'inverse du cool. Ouais, voilà, c'est après, il y en a qui vont venir nous chercher parce que justement on est des artistes engagés. Et il y en a d'autres à qui ça fait très peur. Ouais. Donc ça peut couper aussi. Voilà. Ouais. Quand c'est loin, ça va. Voilà, ça dépend juste de ça. Et pourtant, c'est quand même notre métier. Donc c'est un risque qu'on prend aussi. Ouais. Et c'est pour ça aussi le fait de la distance, c'est important. C'est-à-dire quand on a fait par exemple le Quai Valmy, on s'est rendu compte que c'est comme si on avait été là où il fallait faire ce dessin. C'est-à-dire on aurait fait le même dessin dans un terrain vague, la voiture qui brûle, et après on la met sur internet, elle a un impact qui est très très distant. Comme, je sais pas, quand on entend un son, il est grave et plus il est loin, il devient aigu. Donc on s'est dit, il faut le faire le plus proche et au moment où ça se situe. Donc naturellement, dans cette recherche, les murs sont toujours trop loin de l'événement. Donc on est allé sur la banderole, qui est la petite couche qui sépare à la fin. Enfin, il y a tout un mécanisme qui emmène les CRS à se retrouver là et les manifestants à se retrouver là. Et que l'art soit la fine membrane entre les deux, on trouvait ça drôle. Quoi. On s'est dit que c'était là où on avait envie de poser notre filtre de comment on regarde la réalité. Et j'ai presque envie de poser la question à l'inverse aussi, c'est est-ce que du coup, comme vous êtes en lien avec plein de militants, tout ça, est-ce que vous avez des problèmes avec les militants sur cette question de l'art, comme notre camarade qui a plein de préjugés sur les artistes? Est-ce que ça vous arrive souvent d'être confronté à ce truc-là? Enfin, moi, parce que dans ce que vous dites, ce que je trouve trop cool, c'est justement d'essayer de reposer la question de comment on peut... comment l'art a une puissance et tout ça, et effectivement, ce que vous faites, l'aspect performatif, il est cool, mais est-ce que vous avez des embrouilles avec des groupes? Est-ce que c'est un truc qui revient? Est-ce que c'est un truc qui pose question, et comment vous y répondez si ça vous arrive, je sais pas, avec des groupes gilets jaunes, avec des groupes en manif et tout ça? Moi je trouve que comme la musique adoucit les mœurs, il y a un truc qui fait que des fois même des groupes qui peuvent avoir pas envie d'être à côté, le fait que ce soit une banderole et justement pas le nom d'un groupe ou le nom d'un autre, ils disent je suis chez les bleus ou chez les rouges, là c'est un dessin donc ils peuvent se mettre à côté. Je crois que ça... En fait aussi les manifestations sont très très grandes, donc s'ils veulent pas être derrière la banderole Black Line, en fait ils se mettent ailleurs. Mais c'est aussi que je pense qu'on essaye quand même de concilier à chaque fois ce qu'on a envie de faire, nous, personnellement, et ce que les militants, en tout cas, nous donnent comme conseil. Donc, des fois on écoute, des fois on n'écoute pas, parce que voilà, c'est comme ça, on a des fois pas toujours envie d'écouter, mais c'est vrai que des fois on ravale un petit peu notre ego d'artiste, et du coup on met des messages ou des messages qu'on suggère, comme justice sociale par exemple. C'est quelque chose de plus classique que ce que nous on pourrait écrire, puisqu'on essaye d'avoir des messages un peu plus poétiques ou plus cinglants, et on sait que des fois de ramener à des messages très clairs comme ça, en fait ça leur fait plaisir. Donc en fait, comme c'est les manifestants, les militants qui sont derrière nos banderoles, on a aussi envie de leur faire plaisir. Donc voilà. Après il y a des ratés des fois. C'est arrivé pour la journée de la femme. Toi,
Ah oui, ouais, pour la journée des droits des femmes, du coup, moi, je me sens concernée. Donc, j'ai ramené une banderole Blackline où j'avais dessiné, du coup, 2 femmes masquées, puisque je fais que des personnages cagoulés ou masqués, pour voilà, garder un anonymat, et parce que c'est ce qui me parle, et dans le graffiti, et dans le militantisme. Et du coup, ça a posé un problème dans le sens où, au tout début, j'ai des amis qui l'ont porté avec moi et c'était des hommes. Et pour moi, selon moi, ça devrait pas poser de problème que ce soit des hommes qui portent avec une femme dans une manifestation pour les droits des femmes. Et donc voilà, ça a été un problème parce que c'était des hommes. Après, j'ai fait en sorte que ce soit que des femmes. Après, on m'a dit que c'était pas très. Enfin, fini, en mais fait, c'est juste qu'on n'avait pas les codes. Voilà, non, mais donc les codes- c'est très compliqué souvent de faire en sorte que tout le monde soit content. Et surtout dans le militantisme. Donc voilà, parce que chacun a ses convictions et on n'a pas toutes les mêmes. Et les mots sont chargés. Enfin, déjà, les mots sont vraiment chargés dans les mots politiques. Et maintenant, les images commencent à l'être aussi. C'est-à-dire, si tu t'écris un film pour une histoire d'amour et que c'est je sais pas, un Chinois et un Russe, on va demander pourquoi est-ce que la fille c'est le Chinois, pourquoi c'est lui qui est méchant c'est le Russe, pourquoi... Et du coup, tout devient comme si c'était un archétype. Alors qu'à ce moment-là, c'était juste cette histoire-là. Donc, par exemple, moi, naturellement, j'ai fait des personnages où on sait pas... Bon, c'est aussi parce que je dessine un peu bizarrement, mais on sait pas si c'est des hommes, des femmes, ou des jeunes, ou des... C'est juste quelqu'un qui est capuché. Donc, ça permet... de pas tomber dans ces mines-là. C'est-à-dire même pour un discours militant, si on me dit « ouais mais il n'y a pas de femmes », bah là on sait pas. En fait ça appartient à celui qui regarde. Mais je pense aussi que c'est à cause de ça. C'est qu'en fait c'est tellement miné. Et on parlait du Mexique tout à l'heure. Par exemple à la marche des zapatistes, ce qui m'avait marqué, c'est que tous les discours politiques, c'était des discours poétiques. C'était pas les mots politiques. Ils arrivaient, eux, à pas avoir le même langage que celui des politiciens. Pourtant ils parlaient de la même chose. Donc c'est là où je pense qu'il faut qu'on arrive à garder un peu ça, c'est que dès le moment où on va reprendre tous les trucs sectaires, en fait, du langage politicien qui est miné, qui vient de la politique, qui vient pas des militants, moi je pense en tout cas qu'il vient de la politique, si on rentre dans ça, on est mort dans l'œuf. Voilà, donc si on arrive à garder de la poésie, ou à amener de la poésie dans ce monde-là, là on devient plus insaisissable. Alors, c'est leur interprétation, et... naturellement, moi il s'était passé un petit événement, c'est que je peignais des policiers en train de matraquer quelqu'un au sol dans une fresque, et donc il y a les flics qui sont venus. Et comme moi j'avais fini un peu avant, j'étais au bout de la fresque, et du coup je voyais que les gens voulaient que je revienne pour assumer les dessins un peu, donc je suis revenu, et du coup naturellement ils m'ont dit c'est vous qui avez fait ça, et ce qui m'est venu en tête c'est la phrase de Picasso, spontanément, non c'est vous. C'est de dire non c'est vous les policiers. Et après, bon, il y en a un qui a répondu par une blague, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'il a fait, celui qui se fait tabasser. Mais au moins, l'image, elle leur appartient. Bonne blague. Ouais, voilà. C'est une blague de flic. toujours les mêmes blagues. Mais au moins, c'est pour dire que ça appartient. Donc, si les mots, on arrive à protéger un peu les mots, l'image, et là, pour l'anecdote qu'elle raconte, Veneno, c'est même un peu pervers, c'est-à-dire que la photo qui a été mise partout pour dire regardez, Blackline vient, les gens violents viennent sur le cortège de tête des femmes, c'est une photo d'un moment qui a duré 3 secondes dans la réalité. C'est juste le moment où les hommes l'ont aidé à déployer la banderole. L'artiste s'y rentre là-dedans et c'est plus un artiste. Mais de la même façon que par exemple une actrice, si elle veut jouer le rôle d'une prostituée, elle n'a pas besoin d'être prostituée pour être légitime. Donc c'est la question de la légitimité, je pense. Et l'artiste, il est légitime, je pense. Et puis c'est quand même important que vous restiez indépendant aussi vis-à-vis de tous ces groupes activistes qui peuvent être plus ou moins sympathiques et qui exercent une police plus ou moins grande. Et évidemment, plus vous avez de visibilité, plus la police, des récits autorisés, des textes autorisés, des images autorisées va se faire... Oui, on va censurer nous-mêmes au bout d'un moment. Mais voilà, ce serait dramatique. Mais peut-être que moi, je voudrais revenir un peu sur... On parle de la puissance de l'art. On en parle de façon très très générique. Vous, en tant qu'artiste, engagé dans le monde, comment vous décrirez cette puissance, comment vous la voyez, comment vous la pensez, la rêvez peut-être aussi? Ouais, alors, moi, par exemple, si on prend les situationnistes, pour moi aujourd'hui, un qui a repris la suite et qui se situerait aussi dans les émeutes, c'est Pavlensky. En un coup, avec son portrait de je sais plus quel président, il l'a détruit.
Donc si c'était un jeu, enfin je sais pas, comme où on imagine qu'il y a des gens c'est des pions, d'autres c'est des fous, d'autres c'est... Il a en une seule attaque, avec une seule image, c'est-à-dire un portrait, fait qu'un politicien s'est retiré de la scène politique, pour de vrai, avec une œuvre. Et où quand il avait mis le feu à la banque, je sais que je m'étais dit, j'en ai rêvé, il l'a fait par exemple. Donc ça, c'est une image qui touchait directement l'inconscient. Et après, il y a eu les gilets jaunes, et la banque a vraiment pris feu la même. Donc c'est comme si... Bon, on sait pas qui influence quoi, mais des fois, je crois qu'une des puissances que peuvent avoir les artistes, enfin qu'on aimerait avoir, parce que c'est loin de dire qu'on a cette puissance-là, c'est que l'artiste, il a une certaine forme de vision qui, des fois, peut tomber juste, justement, parce qu'il vous voit de façon outsider. Voilà, ça permet des fois d'atterrir à un endroit sans faire exprès, un peu intuitivement, et ça, je trouve, ça fait partie de la puissance des artistes. Voilà, cette vision-là. Ou de donner envie. Enfin, je me souviens, on avait fait une fresque, c'était juste avant le vote du 2e tour, c'était Paris soulève-toi. Toi, t'avais fait des jaguars qui hurlent et des gens qui retournent la ville, et je me souviens, il y avait beaucoup de gilets jaunes qui étaient avec nous à ce moment-là, parce qu'on se sont dit, ça permet aussi les fresques de se regrouper avant les événements, parce que du coup, tu te regroupes pour une fresque, et qui disait, bah, ça donne envie de tout retourner. Et plus la fresque avance, ce qui est drôle, c'est que ça donne envie de tout retourner, de le voir en image, quoi. Ce qui est drôle, c'est que cette fresque, on l'a fait du coup, c'était Kevalmi. Oui, Kevalmi aussi. Ouais. Et donc c'est un énorme mur, et en fait ça se trouvait juste à côté du bureau de vote. Donc tous les gens qui allaient voter voyaient le Paris soulève-toi en énorme, avec un Paris qui brûle, des pumas qui hurlent avec un fumigène. Et du coup, ça faisait une atmosphère qui était assez particulière pour aller voter déjà. Et de la même façon qu'il y a une sorte de... Quand on disait par exemple, certains artistes, en voyant quelqu'un peindre une image plus dure que ce qu'ils auraient imaginé, ils changent leur palier. Il y a aussi ça dans les manifs, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait cassé des trucs avec une pioche. Il y a plein de gens qui disaient, je vais déjà pas prendre un marteau. Juste après voir quelqu'un qui casse tout avec une pioche, ils se disent, vas-y, je ramasse tout ce que je peux et je casse avec. Parce qu'il y a un palier qui est au-dessus. Et en fait, par mimétisme de l'image, en fait, ça permet de faire le pont comme ça. Voilà, donc je pense qu'il y a ça dans la force de l'image aussi. Et aussi, on voulait rendre romantique la lutte. Donc ça, c'est avec ses amoureux beaucoup, mais on s'est dit que au moment des gilets jaunes, ceux qui luttaient, ils en ont vraiment pris plein la gueule au niveau de, on a dit, c'est eux les gueux, c'est eux les moches, c'est eux les incultes, c'est... Donc il y avait vraiment un combat de qui est beau et qui est moche, et Macron et son monde, que nous on trouve laid, ils ont essayé d'incarner la beauté de Louis XVI, enfin, de dire nous on est raffinés, on a des phrases soutenues même si elles sont vides, et eux ils savent pas s'exprimer, ils sont moches, leurs pancartes sont moches, leurs habits sont moches, et je crois que même toi ce qui t'a touché quand t'as commencé à amener des images là-bas, c'est de dire il y a quand même un prisme par lequel beaucoup de gens voient le monde, c'est naturellement le moche c'est le méchant, et le beau c'est le gentil, à cause de Walt Disney. Voilà. Ça, on en avait parlé, tu avais dit parfois l'esthétique a plus d'importance que l'éthique de la représentation collective. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc le fait d'un coup de mettre à l'honneur les Gilets jaunes à un moment où c'était un peu le moment où plus personne n'y croyait, puisqu'il n'y avait plus de lutte, en fait on s'est rendu compte que ça donnait de la dignité, et ça donnait de la force. Et à Nantes, je me souviens, tu avais fait 2 amoureux cagoulés qui s'embrassent, il y a plein de mecs du blog de là-bas qui t'ont dit... quand je suis passé devant, voilà, j'ai l'impression que c'était moi, ma femme, mon truc, qui se sont reconnus dedans d'une image belle, et qui disaient ça fait du bien parce qu'on se fait tout le temps traîner dans la boue dans les médias, et là de voir qu'il y a des gens qui ont pris le temps de dire qu'on est beau, en fait c'est... Voilà, c'était... En fait la série des amoureux cagoulés, elle est venue d'une photo que j'ai vue sur internet qui m'avait vachement marqué, où c'était du coup un couple qui s'embrasse devant une scène de chaos total avec une voiture qui brûle derrière. Et du coup, je trouvais ça hyper beau de pouvoir voir cette dualité. Donc moi, ça m'intéressait tout de suite. Et du coup, j'ai commencé à les représenter dans les fresques Blackline, les amoureux cagoulés, et en passant par toutes les émotions, que ce soit... Enfin voilà. La passion, la tendresse, la protection, quelqu'un qui remet la cagoule à sa copine. Et c'est vrai qu'il y a énormément de militants qui se sont retrouvés dans ces amoureux cagoulés. Et donc voilà, c'était une façon de les représenter aussi d'une manière belle et sensible, et de mettre de l'amour dans la lutte. Et comme on disait, on vient Enfin, nous, on a commencé Blackline avec les Gilets jaunes, et à un moment où c'était beaucoup plus calme,
Même si, enfin, avant, on pouvait être dans les émeutes par notre propre chef. Moi, j'avais fait les Gilets jaunes, mais déjà, il n'y avait pas de banderole vraiment au moment des Gilets jaunes. Enfin, c'était justement ça qui était particulier, c'est qu'il n'y avait pas de message. Chacun venait juste avec son message personnel sur le dos. Donc, mais le moment où on a commencé les banderoles, il y avait un côté familial, c'est-à-dire que le fait de se retrouver régulièrement, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça sert à rien. Pourtant, c'est là où on a fait les connexions les plus fortes. C'est-à-dire qu'à force de se retrouver comme un rituel, tout le monde s'est fait un jour relever par le gros balèze, à un moment donné, donc hop, ça devient comme une image de grand frère. Tout le monde a eu une belle photo de lui et de sa femme, ou par le photographe, qui est là, le photographe de mariage, mais enfin, à un moment donné, tout le monde a eu une belle photo de lui. Tu vois, à un moment où il est souriant, où il y a une belle lumière, et tout le monde a été nourri par la mamie qui venait avec ses petits gâteaux qu'elle avait préparés elle-même. Et du coup, ce côté familial géante, du coup, tout le monde avait aussi... Il y en a un qui dit, la prochaine fois, est-ce que tu pourras me dessiner ça ? On se retrouve sur le dessin, etc. Tu vois, c'était une façon de... C'est un truc qui nous a énormément touché, le côté familial, dans le militantisme et dans ces manifestations, ou même... surtout avec les Gilets jaunes, c'était incroyable la générosité qu'ils ont, en fait. Et c'est vrai que sur nos fresques Blackline, il y a toujours... Quelqu'un qui ramène plein de gens qui nous ramènent des cakes, des gâteaux, des trucs. Mais même plus que ça, qui nous ramènent des bâches. Oui, voilà, qui nous ramènent des boîtes de marqueurs. Ouais. Ah, oui. En fait, ils vont même jusqu'à récupérer des bombes de peinture, des marqueurs, et ils nous ramènent des sacs entiers de matériel, du coup, pour qu'on puisse continuer nos banderoles, parce que c'est quand même un coût, tout ça, faut le savoir. Et si on l'avait fait dans le militantisme plus traditionnel, où c'est un peu chacun son équipe, peut-être nous on aurait été plus pingres. Enfin, sans le savoir, on aurait fait moins de banderoles. Là, le fait d'être dans un endroit où l'énergie, c'est les gens qui portaient nos banderoles, ils ont fait la force de Blackline parce qu'ils étaient heureux de le porter. Les gens qui donnaient le matériel, ils ont fait la force de Blackline parce que du coup, on n'avait pas acheté le matériel. Et du coup, on avait envie de redistribuer. Voilà, et ça fait qu'on en a fait tous les samedis, alors que ça pourrait être un rythme assez épuisant. Parce qu'en fait, plus ils donnaient, plus on avait envie de donner, et ça avait fait cet effet.